La réalisation de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration de Marcel Broquet, la nouvelle édition. 50 ans de succès dans le livre. Bonne émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Au cœur des lettres. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir un écrivain qui, dans son autre vie, était chercheur d'or. Monsieur Meillon, bonjour. Bonjour, merci. Alors écoutez, on me dit que vous êtes issu d'une famille française très connue, dans les Pyrénées, et que vous avez donc eu une formation d'ingénieur. Vous avez été prospecteur, chercheur d'or. Vous avez travaillé dans les pays lointains comme la Bolivie, le Mexique, le Brésil, l'Arizona, l'Afrique noire. Alors, après avoir traversé tous ces pays, vous avez quand même élu domicile au Québec? Oui, il y a 12 ans maintenant. Il y a 12 ans. Oui. Comment se fait-il qu'on s'installe au Québec après avoir sillonné tous ces pays qui font rêver tellement de gens? C'est parce que d'abord, c'est pas loin d'une grande ville, de Montréal, mais quand même assez éloigné pour être dans la forêt. Oui. Et puis c'est un ami qui habitait déjà ici, à Morin Heights, qui m'a dit viens voir comment c'est. Et j'hésitais entre ici et la région d'Ottawa, et finalement j'ai opté pour les Laurentides. Mm-hmm. Alors vous voyagez toujours beaucoup encore maintenant? Encore, mais maintenant c'est pour mon plaisir, c'est pas pour le travail. Oui, oui. Parce que c'est votre travail qui vous a amené dans toutes ces contrées-là. Oui. Et alors, dites-moi, chercheur d'or, c'est quand même assez Oui. extraordinaire. On trouve encore de l'or, oui, forcément. On en trouve de plus en plus, mais les valeurs sont de plus en plus basses. Donc il faut que ce soit de plus en plus industrialisé. Ah oui? Je pensais que l'or avait gardé sa valeur, justement. Non, mais les valeurs, la quantité qu'il y a d'or dans les roches diminue de plus en plus maintenant. Parce que les gisements riches ont déjà été exploités dans les siècles passés. Alors vous avez une carrière assez fabuleuse finalement, puisque vous avez donc sillonné tous ces pays-là. Est-ce que c'est grâce un petit peu à cette carrière que vous avez accumulé des souvenirs, des images, puisque en fait on se rencontre aujourd'hui pour votre premier roman qui s'appelle Un mercredi de cendres, oui, et qui se passe donc en Patagonie. Alors Patagonie, c'est où ça, la Patagonie? La Patagonie, c'est le sud du continent sud-américain. Mais c'est pas un pays, la Patagonie? Non, non, c'est une région. C'est une région. Qui chevauche l'Argentine et le Chili. Mais pourquoi est-ce qu'on a gardé ce nom de Patagonie qui est sur deux pays? C'est parce que Magellan, quand il est venu, quand il a fait le tour du continent, oui, il a vu des traces dans la neige avec des gros pieds, donc des pattes. Oui. Et en espagnol, Patagon, ça veut dire des grosses pattes, en fait. Patagone. Patagone, oui. Oui. C'est comme ça qu'on nomme ces gens. Oui, c'est pour ça. On les appelait les Patagones avant de les avoir vus. Hein. Ah oui? On avait vu les traces seulement. Est-ce que c'était réel ou c'était bête sauvage? Non, 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 c'était des Indiens, mais dans la neige, comme ça, quand ça fond, ça peut augmenter aussi la grosseur des traces. Alors, oui. Alors, est-ce que le cœur de votre roman se passe vraiment dans cette région? Oui. Oui? Dans la partie argentine et plutôt dans le centre de la Patagonie. Okay. C'est une région de steppe où il y a beaucoup de vent, beaucoup de solitude, mais aussi beaucoup de caractère individualiste. Oui. C'est donc assez intéressant comme région. Oui. J'ai regardé un petit peu sur Internet cette région, puis ça paraît être le bout du monde. Il y a des paysages absolument magnifiques. Hein? Oui. À quoi est-ce qu'on pourrait comparer cette région, en fait? Au Canada, la meilleure comparaison, ce serait avec le Grand Nord, oui, dans l'Ouest. C'est rigoureux? Non, c'est moins rigoureux qu'ici, mais la steppe est quand même déboisée complètement. D'accord. Alors ça ressemble, disons, les paysages ressemblent. Surtout après une tempête de neige. On pourrait se croire dans le nord du Canada. Alors, dites-moi, vous écrivez un petit peu comme votre grand-père, dans le fond. Oui, c'est ça. Je ne veux pas dire dans le même style, parce que je n'ai pas lu ce que votre grand-père écrit, mais vous écrivez pour laisser une trace? Oui. Ou pour vous remémorer tous vos souvenirs, les digérer, les expliquer, les commenter? C'est les deux, et aussi, on se laisse emporter par l'écriture des fois. Hein. Oui. C'est pas ce que j'ai vécu, mais ce que j'aurais aimé vivre. Oh, alors vous réécrivez votre histoire? Oui, oui. Un petit peu. Ou de mes amis, ou celle de mes amis, voilà, ou de personnes que je connais. C'est ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est vraiment un roman de fiction, c'est issu vraiment de faits vécus. Non, c'est quand même de la fiction. C'est quand même de la fiction, ah, oui. Oui.
Parce que c'est trop déplacé, c'est trop changé, c'est trop... Oui, mais parlez-nous un petit peu de votre roman, justement, Un mercredi de cendres. Ça annonce quelque chose, c'est un petit peu dramatique, non? Il y a un volcan du côté chilien de la Patagonie qui a fait plusieurs éruptions. Et ça, c'était une éruption qui a eu lieu il y a 25 ans à peu près. Oui. Une éruption de cendres. C'est-à-dire que le volcan crache des cendres très haut, mais ça retombe de l'autre côté de la frontière. Ça retombe en Argentine. Ah. Alors ça fait des dégâts du côté argentin où c'est retombé. Oui. Alors les dégâts, d'abord, ça bouche les routes et les chemins surtout. Et aussi, ça empoisonne les troupeaux. En fait, il faut dire que l'intrigue, l'action, donc, se passe en Patagonie argentine, comme vous me dites. Et on décrit ici dans le résumé du livre que c'est une région de steppe qui est balayée par le grand vent froid qui dévale les Andes. Ça fait très rêveur, hein? Oui. On imagine tout de suite l'atmosphère un petit peu, où les grèves sanglantes des travailleurs de la laine ont laissé d'amers souvenirs. Alors, un des héros dirige une exploitation pétrolière. Oui. Et puis il se lie d'amitié avec un autre personnage qui s'appelle Don Guillermo Baldwin, qui lui est propriétaire en fait d'une ferme, on appelle estancia. Non, c'est pas une ferme vraiment, parce qu'il y a, à part le jardin potager qui est autour de la maison, ce sont des grands pâturages. Des grands pâturages. Assez secs. Oui. Avec des clôtures un peu partout pour pouvoir répartir les troupeaux selon l'herbe qui pousse. D'accord. Alors en fait, vous écrivez un petit peu l'histoire de deux familles, de deux personnes qui ont un petit peu une formation différente, je dirais, entre le pétrole et le pâturage. Deux familles, mais quand même, ils sympathisent parce que ce sont des vies solitaires, les deux. Hein. Oui. On imagine évidemment que les voisins sont très loin. Très loin, oui, à l'échelle d'ici, peut-être des Laurentides, mais pas à l'échelle du Grand Nord canadien. Non. C'est-à-dire que les voisins sont peut-être à 7-8 km, les premiers, les deuxièmes à 20 ou 30 km. Mais c'est comme s'ils étaient voisins à 100 mètres quand même, parce qu'ils se connaissent tous. Souvent, pas dans mon livre peut-être, mais en général, ils sont mariés avec les filles d'un côté, les garçons, les cousins de l'autre. Tout le monde se connaît dans ces coins-là. C'est comme une grande famille éclatée sur un vaste territoire, finalement. C'est ça, oui. Et votre histoire se situe sur combien d'années? Parce que je pense qu'il y a pas mal de péripéties. Sur une douzaine d'années. Une douzaine d'années. Oui. Ça commence avant la guerre des Malouines. Et ça se termine 7 ou 8 ans après la guerre des Malouines. Donc il y a des gens qui ont été impliqués dans la guerre, d'autres qui ont été témoins de la guerre ou victimes d'une façon ou de l'autre. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu comme une saga, des choses qui reviennent? Ça peut être une saga, mais c'était pas le but. C'est tombé comme ça un petit peu. Je m'en suis rendu compte après. C'est comme une grande aventure humaine, finalement, que vous décrivez, mais assez précisément quand même. Hein. On pourrait s'y croire, c'est presque comme un film. D'ailleurs, il faut dire que votre livre fait 478 pages. Oui. Il y a de quoi pour les gens qui aiment lire, pour les gens qui aiment lire, ils vont être servis. Ils sont servis. Mais il y a assez de rebondissements pour maintenir l'attention jusqu'à la fin. C'est pour ça que je parlais d'une saga un petit peu, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Bon, on parle de la difficulté du travail, on parle de la rigueur, on parle d'amour, on parle de liaison. Il y a vraiment beaucoup de rebondissements finalement. On passe d'un sujet à l'autre assez souvent, mais quand même ça se suit. Je reviens dans un instant à l'émission Au cœur des lettres. Restez avec nous pour découvrir Un mercredi de cendres. C'était assez facile parce que j'avais beaucoup de souvenirs dans lesquels puiser. En fait, j'en avais trop. Découvrez un monde de finesse, un monde de subtilité, d'arômes complexes. Laissez-vous envoûter. Découvrez ce que la terre a de meilleur à offrir, le charme des Tarnages. Laissez-vous, alors. Oh, laissez faire. Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Pour être membre à la TCLL, seulement 10 $, pas pour 1 an, pas pour 2 ans, à vie! Membre à vie, moi je cotise. Et vous? Alors vous, quand je vous ai rencontré, vous m'avez dit finalement, je suis écrivain, c'est un peu une seconde carrière. C'est important pour vous d'écrire? Oui, parce que ça c'est un point de vue ambition personnelle, disons. Hein. Quand j'ai pris ma retraite en 97,
j'étais assez connu dans mon métier. Hein. Oui. Et puis ça m'ennuyait de retomber, disons, dans l'oubli. Et je me dis, je vais essayer de me faire une petite gloire, là, C'est ça, oui. en me servant de mes souvenirs. Ouais. Vous vouliez rester dans la vie active, mais d'une autre façon, quoi. Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Pour rester dans la vie active et pas devenir stagnant. J'avais peur de la stagnation. Ouais. Et comment avez-vous abordé l'écriture? Est-ce que c'était quelque chose de facile pour vous? Oui, c'était Oui. assez facile parce que j'avais beaucoup de souvenirs dans lesquels puiser. En fait, j'en avais trop. Trop. Alors il a fallu que je coupe pas mal, que j'élague. Oui, Et j'étais parti avec beaucoup plus de pages. Hein. c'est vrai. Hein? Et j'ai coupé des chapitres entiers, puis des personnages et des choses, jusqu'à ce que la ligne soit mieux tracée. Plus centré. Oui. Oui, parce qu'une douzaine d'années, c'est quand même toute une époque. Hein? On Oui. a le temps de passer à travers pas mal de péripéties quand même. Oui. Non seulement des péripéties, mais des souvenirs qui étaient avant ces 12 années-là. Comme les souvenirs des grèves sanglantes, c'était en 1920. Oui. Alors, qu'est-ce que vous diriez de votre écriture? Que c'est un peu du pointillisme, que vous êtes là avec les détails? Vous avez une formation d'ingénieur, Oui, donc non. j'imagine que la rigueur de j'ai lutté contre ça, contre le d'être trop pointilleux, parce que je me suis dit, ça fait trop ingénieur, trop rapport technique. Hein. Oui, oui. J'espère que j'ai progressé assez pour sortir de ce travers. Donc, c'était un exercice un peu sur vous-même aussi, de sortir un petit peu de la rigueur de votre travail. Et... Je donnerai un exemple, par exemple. Je voulais décrire une distance. Hein. Alors, j'ai mesuré sur la carte. C'est 800... Parce que dans un rapport, il fallait que je mette 830 km. Puis après, ça va ennuyer le lecteur. C'est loin, il fallait passer toute la nuit en route plutôt. Ah, oui, j'ai changé ça pour effectivement, oui. que ce ne soit pas un rapport d'ingénieur. Oui, oui. Vous n'avez pas seulement écrit pour vous-même, vous avez pensé quand même au lecteur. Oui, évidemment, oui. Mais vous vous dites évidemment, mais ce n'est pas tous les écrivains qui font ça. Il y en a qui écrivent seulement pour eux, et puis le lecteur, il trouvera son compte ou non, c'est tout. Donc c'est intéressant d'avoir cette approche. En fait, ça permet d'avoir un regard assez précis. Mais le lecteur, chacun a ses définitions du lecteur. Hein. Oui. Pour moi, ce serait un ingénieur aussi, ou un avocat, quelqu'un des professions, disons. Ah oui? Qui a déjà voyagé et qui va voir anguille sous roche. Hein. S'il y a quelque chose qui est truqué ou quelque chose, il va le voir. Alors j'essaye d'être dans la ligne. Ah, donc vous avez toujours la crainte que quelqu'un vous découvre au tournant d'un chemin sur une information qui n'est pas précise. Mais découvre une négligence, disons. Ah, oui. Vous m'avez donné une phrase, une citation. On demande toujours ça aux écrivains que l'on invite ici au Cœur des Lettres. Et vous avez cité Saint-Exupéry. Oui. Alors, c'est issu du Courrier du Sud en 1929. Alors, je vous la lis et je vous demanderai qu'est-ce que ça évoque pour vous, là. Donc, la phrase de Saint-Exupéry se lit comme suit. « Il fallait dénouer ses liens, clouer ses caisses, déshabiller sa chambre de soi-même, de photos, de ses bouquins, et la laisser derrière soi, moins marquée que par un fantôme. » J'imagine que si vous avez choisi cette phrase, c'est parce que ça vous rejoint. Est-ce que ça évoque un petit peu tous les départs, tous les changements de pays que vous avez faits? Pas tous les départs, mais disons les départs dans des coins sauvages plutôt. Oui. Où on vit dans un baraquement, ou dans un campement, ou dans des caravanes. Oui. Et à chaque fois, c'est pas très attristant, mais c'est un petit traumatisme à chaque fois quand on change, parce qu'on prend ses habitudes, comme il disait. On met ses photos sur les murs, on met ses bouquins à leur place. Et quand on part, on se dit, qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite? Oui, c'est ça. C'est comme un petit deuil, finalement. Oui, c'est un deuil, mais quand même, on aime ça. Je pense que la plupart des gens ont un sentiment nomade en même temps, qui nous reste de nos ancêtres, les hommes des cavernes ou des chasseurs. C'est vrai, oui. On a envie d'aller voir autre chose et de connaître autre chose. On est divisé entre les deux. C'est l'appel de l'aventure. Oui, c'est ça. Voilà. En général, vous restiez combien de temps dans les pays où vous travaillez? Le plus que je sois resté, c'est 4 ans. 4 ans. Oui. Donc, c'est quand même assez long que pour apprendre la langue. Je pense que vous parlez espagnol, hein? Oui. C'est pas seulement la langue, c'est aussi le climat, les habitudes. Oui, oui. Mettons, j'ai passé 4 ans en Afrique, hein, mais c'était pas au même endroit non plus. J'ai eu plusieurs déménagements, plusieurs changements de campement et tout ça. Où est-ce que vous êtes allé en Afrique? En Afrique, j'ai commencé au Gabon, puis j'ai fini au Cameroun. Ça, c'était mon premier séjour de 4 ans. Ensuite, j'ai fait, 30 ans après, j'ai fait 2 ans au Ghana. Et vous n'aviez jamais eu l'envie d'écrire auparavant? Si, depuis le début, en fait, mais c'était une envie très vague. Je me souviens, c'était en descendant une rivière en pirogue.
Oui. Et puis c'était une rivière assez sinueuse, et puis il y avait des rapides. La rivière elle-même était intéressante. Hein. Oui. Et je voyais ça comme un roman un petit peu. Chaque fois qu'il y avait une courbe dans la rivière et qu'on voyait apparaître des arbres ou des animaux différents, je me disais, tiens, ça serait bien de mettre ça par écrit. Donc, ça... Il y a 50 ans déjà. Hein. Ah, ça... Mais j'avais oublié ça complètement, puis ça C'est m'a vrai? repris quand j'étais à la retraite. Quand j'ai... Qu'est-ce qui a été le déclencheur, en fait Il y a eu 2 déclencheurs. C'était d'abord, quand j'ai lu Madame Bovary, je me suis dit, vraiment en étudiant bien, en suivant un caractère, on peut faire quelque chose de bien. Hein. Oui, oui. Parce que Madame Bovary, bon, elle tombe, elle se suicide et tout ça. Mais moi, j'aurais aimé qu'elle survive, qu'elle trouve un vieux beau qui est très riche, qui lui donne... Vous vouliez réinventer Je voulais réinventer l'histoire de Madame Bovary. C'est drôle parce que Mais, moi, quand j'étais à l'école, on me disait que c'était le roman de l'ennui. Alors, le deuxième point déclencheur, c'était... Il y a eu 2 choses, en fait. C'était... D'abord, les ordinateurs portables sont venus. Alors, on pouvait voyager avec un ordinateur portable et faire ses corrections soi-même. Oui, d'accord, mais enfin, quand même, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivaient dans leur carnet. Et ensuite, surtout, on avait une réunion à Toronto, au Club des ingénieurs, et chacun devait décrire sa profession. Et j'étais le seul nomade dans les professions. Il y avait des médecins, tout ce qu'on veut, mais pas de nomades comme moi. Et on avait, je crois, 20 minutes chacun. Et moi, je me suis laissé aller à raconter mes histoires. Ah oui. Et j'ai regardé dehors, il faisait noir déjà. Et il y en a qui commençaient à regarder leur montre et disaient, mais je vais rater le dernier autobus ou le dernier métro. Ah oui. Mais ils étaient tous restés là. Alors je me suis rendu compte que je les intéressais. C'est ça, quand on voyage beaucoup, on a beaucoup de choses à raconter. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un livre autant pour les gens qui ne voyagent pas, mais qui ont l'occasion de le faire grâce à des romans comme ça. Oui. Oui. Parlez-moi un petit peu de votre enfance. Vous me dites que vous avez une enfance quand même relativement choyée. Oui, même si c'était... Oui. C'était pendant la guerre, mais elle était choyée. D'une famille, des 2 côtés, de mon père et de ma mère, c'était des familles aisées. Mais on a souffert des restrictions alimentaires quand même, hein, parce qu'il y avait des cartes de rations. Mais autrement, au point de vue, on n'a jamais été bombardé directement, ni des choses comme ça, comme dans le Nord ou en Belgique, des pays comme ça. Oui, effectivement, oui. Mais très tôt, vous avez commencé à lire, en fait. J'ai toujours lu, mais j'étais pas fanatique. J'avais une sœur, par exemple, qui se cachait au lit pour dormir parce que c'était défendu de lire le soir. Ah oui. Vous n'étiez pas fanatique à ce point. Non. Mais dès l'âge de 15 ans, quand même, vous avez lu Le Grand Môle. Enfin bon, j'imagine que ça faisait partie un petit peu de... En partie, j'avais dévoré Jules Verne avant ça, déjà. Oui, oui. Déjà les voyages. Ah oui, c'est ça. Pour éviter de faire le tour du monde en 80 jours. Non, mais j'ai gagné le premier prix de géographie au lycée. Ah ah. Un signe. Un signe que ça m'intéressait. Ah oui. Mais... Vous n'avez jamais regretté votre vie de nomade? Si, souvent, mais... Oui. On est toujours divisé, hein. C'est un dilemme. Hein. C'est ça. On veut avoir les aventures ou on veut avoir la stabilité et l'argent. Hein. C'est ça, il faut faire le choix. Et puis vous me parliez aussi, puisque vous lisez l'espagnol, que vous avez lu donc tout Gabriel García Márquez. Oui. Hein? J'ai regardé un petit peu une partie de son œuvre et puis il disait « Un homme sait qu'il vieillit quand il commence à ressembler à son père ». Je trouve ça intéressant. Oui. Et il dit également aussi « Les gens qu'on aime devraient mourir avec toutes leurs affaires ». Est-ce que ça vous parle, ça? Oui. Oui. Ah, exactement, oui. C'était un homme assez extraordinaire qui ne se destinait pas du tout à l'écriture puisqu'il avait fait une formation en droit et puis il est devenu journaliste. Oui, mais la plupart sont devenus journalistes. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que il a fait un premier livre ou un premier reportage, je ne sais pas, il y a un éditeur qui lui a dit « Ne vous lancez pas dans l'édition ou dans l'écriture parce que vous n'êtes vraiment pas bon ». Or, on connaît l'œuvre géante de cet homme-là. La citation de Gabriel García Márquez me fait penser que j'avais peut-être 45-50 ans, il y a assez longtemps donc déjà, et un ami m'a dit « Mais mon vieux, plus tu vieillis, plus tu ressembles à ton père ». Il me disait. Donc ça vous parle directement, oui. J'ai choisi ça, je ne le savais pas. Oui. Est-ce que vous pensez encore ça maintenant? Que je ressemble à mon père? Oui. Oui, de plus en plus. Oui. Pourtant, c'était votre grand-père qui écrivait. Je me regarde dans la glace, je me dis, mais c'est une partie de mon père au moins. Oui, au niveau physique, oui. Oui. Mais au niveau des habitudes, des façons de vivre, non. Au point de vue des opinions non plus. Non, c'est ça. Hein. Je vous reviens dans quelques instants avec mon invité Jacques Meillon.
puis une autre amie, qui est correctrice de livres aussi de littérature, elle m'a dit « Ah, j'ai adoré tes personnages », elle m'a dit. Moi, j'ai un travail que j'aime. J'ai un bungalow. C'est pas un château, là, mais c'est ma maison. J'ai une auto de l'année. J'ai un peu de réel pour mes vieux jours. J'ai des super bons amis. J'ai une femme. Puis, j'ai 2 beaux enfants. Puis moi, j'ai une paire d'os. Désolé, je gagne. Vous avez trop à perdre. Pour être membre à la TCLL, seulement 10 $, pas pour 1 an, pas pour 2 ans, à vie! $, membre à vie. Moi, je cotise. Et vous? Alors, comme c'était votre premier livre, je sais que vous en préparez un deuxième, là, mais comme c'était votre premier livre, qu'est-ce que les gens ont dit à la lecture de ce livre? J'ai surtout demandé à mes amis, alors c'est difficile Ils sont gentils, hein? Oui. Mais il y en a une qui m'a dit, prof de littérature, elle m'a dit, tes dialogues sont ennuyeux, elle m'a dit. Oh. Et puis une autre amie, qui est correctrice de livres aussi de littérature, elle m'a dit, ah, j'ai adoré tes personnages, elle m'a dit. Oui. Alors il doit y avoir un peu des deux, je sais pas, mais c'est difficile. Bon, enfin, tout ça c'est très très subjectif, oui. Hein, on dirait. Ça prouve qu'il y en a pour tous les goûts, hein, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça, oui. Ouais. Puis vous me disiez que la mort, pour vous, vous m'avez sorti une phrase, là. La mort vous fait penser à 2 soldats morts dans le fossé, le capitaine, mon père, ma mère et camarades. C'est 4 morts différentes. Hein? Oui, oui. La première, c'était pendant la guerre. Il y a eu 2 soldats allemands qui se sont fait tuer dans une embuscade. Oui. Hein? Puis vous deviez être tout jeune, vous aviez quel âge? J'avais 14 ans. Oui, ça doit marquer. Hein? Alors, mon père m'a dit, regarde pas ça. J'ai quand même jeté un coup d'œil, ils étaient couchés dans le fossé, dans des vêtements ensanglantés. On est passé vite. Et puis ensuite, il m'a dit, n'oublie pas qu'ils ont tous des frères et sœurs, un père et une mère. C'était à l'époque où on était anti-allemand à bloc. Hein? Oui. Et lui, il avait déjà la cinquantaine. Hein? Oui, oui. Il disait, pour lui, c'était des jeunes gens qui étaient morts. Ah oui. Donc c'était son côté humaniste, oui, enfin, qui ressortait malgré que c'était des ennemis. C'était la guerre, oui, même malgré. Ouais, c'est une valeur assez rare dans ces temps difficiles à ce moment-là. Hein. Oui. Et puis, en fait, vous me dites que vous aimez beaucoup la promenade en montagne, le cinéma. Le cinéma, oui, j'y vais rarement. Ouais. Puis vous me dites quelque chose qui m'a vraiment interpellée beaucoup. Vous me dites, moi, je ne connais pas l'âme. Oui. J'ai une passion, j'ai une sensibilité, mais je ne connais pas l'âme. Oui. Et ça m'a fait vraiment réfléchir parce que je me dis, en fait, quand on écrit sur la vie des gens, est-ce qu'on n'est pas porté quand même à penser à un au-delà, à une âme ou à une dimension différente de celle que l'on voit chez les gens? Je ne crois pas. J'ai aucun sentiment de notion religieuse ou supernaturelle de l'âme. Non. Alors pour vous, ce qui importe, c'est l'instant présent, c'est le moment. Non, le passé et le futur aussi. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, il n'y a pas d'après, il n'y a pas d'au-delà pour vous. Non. Un peu de nostalgie? Non, non plus. Pas du tout? Sauf au point de vue artistique, disons. Quand on est ici, par exemple, nous sommes dans une chapelle que je trouve très jolie. Hein? Oui. Et au point de vue artistique, au point de vue culturel, c'est mon plaisir d'être ici. Oui. Comme ce serait dans la chapelle Sixtine ou dans un endroit comme ça, disons. Oui. Enfin, on est à Tremblant, ici, la chapelle Saint-Bernard. C'est une très jolie chapelle. Oui, très jolie chapelle. D'ailleurs, c'est la fabrique qui nous l'a prêtée. On est bien content d'être ici. Oui. C'est un lieu mystique pour parler un petit peu, effectivement, de tout ce qui peut habiter l'intérieur d'un personnage. Quand j'écoute de la musique, c'est souvent de la musique religieuse. Hein? Oui, oui. C'est ce que vous aimez. Et alors là, vous préparez un autre livre. Est-ce que vous l'avez déjà terminé? Oui, oui. Il s'appelle comment? La voûte verte. La voûte verte, oui. Ça parle de quoi? Ça se passe dans la jungle, c'est pour ça qu'il y a la voûte verte, un peu une trouée dans la jungle, où on passe en pirogue. Et c'est aussi une grotte dans la jungle, dont l'éclairage passe à travers le haut de la voûte.
ce qui donne un éclairage vert dans la grotte. Alors, ça se passe, c'est une question une histoire de prospecteur et aussi une histoire de terroristes qui s'approprient du minerai dangereux pour en faire une bombe sale, ce qu'on appelle une bombe sale. J'ai terminé, j'ai soumis à Marcel Broquet. Ah oui, oui. Alors finalement, donc, vous avez une valise pleine de souvenirs, puis vous continuez à les coucher sur papier. Ah oui, ah oui. Est-ce que ça vous rend heureux de faire ça? Oui. Très. Ah oui. Alors donc, le livre en gestation, vous me dites que ça se passe à Sainte-Geneviève, dans un village canadien au bord du Mississippi, au 18e siècle. Oui. On est quand même un petit peu loin des prospecteurs, des chercheurs d'or, où c'était les ancêtres de ces gens-là, finalement, qui ne savaient pas très bien ce qui se passait. On est loin, mais ce qui se passe, je ne suis pas encore bien avancé dans le premier volume. J'ai pensé à 3 volumes, pour aller du 18e siècle au 19e siècle. Ah, mais vous n'avez pas peur, vous engagez, là. On parle au moins de 1500 pages, là, en 3 volumes. 3 volumes. Oui, oui. Non, ça ira. Ça ira? Ça ira. J'ai pensé à tous les aspects. D'abord, pour éviter la difficulté, il ne veut pas trop en mettre. Non, c'est ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au village de Sainte-Geneviève, ils se sont installés là parce qu'il y avait des mines de plomb qui avaient été découvertes par les Espagnols ou par les Indiens, je ne sais pas, en tout cas 50 ans avant déjà. Et ils sont allés là avec l'espoir qu'il y aurait des mines d'argent aussi, parce que le plomb et l'argent vont souvent ensemble. Mais les agriculteurs qui vont là-bas, c'était pour faire l'agriculture. Parce que la vallée du Mississippi était très riche, et toujours très riche au point de vue agricole. Et ils pensaient être le grenier de la colonie. La colonie qui était la Louisiane à l'époque. Mais la Louisiane du Nord était peuplée de Canadiens. Toute la vallée, le nord de la vallée du Mississippi était peuplé de Canadiens émigrants d'ici, de la province de Québec. Alors il y a des tas de sujets intéressants derrière ça. Oui, on sent que vous fourmillez de plein d'idées. J'imagine que ça doit demander beaucoup de recherche. Je me ruine d'acheter des livres l'un après l'autre sur des sujets différents. Bon, alors vous êtes un très bon invité parce qu'en fait, vous parlez de lecture et d'écriture. Oui. Et c'est ce qu'on vous souhaite pour les prochaines années, de publier le récit de toutes vos fabuleuses aventures. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Jacques Meillon, d'être venu aujourd'hui à l'émission Au cœur des lettres pour nous parler de votre premier roman, donc Le mercredi des cendres. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, c'est mon plaisir. Mesdames et messieurs, je recevais aujourd'hui Jacques Meillon à l'émission Au cœur des lettres. Je vous souhaite une excellente semaine de lecture et je vous invite surtout à dévorer Mercredi de cendres de Jacques Meillon. À bientôt. Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration du Gîte au Ruisseau Enchanté, situé au 105 chemin du Rancette à Mont-Tremblant, au téléphone 819-425-7265. À la recherche d'un endroit paisible pour prendre un temps de repos, le Gîte au Ruisseau Enchanté est l'endroit tout indiqué pour vivre un séjour inoubliable. 3 chambres confortables avec salle de bain privée et le petit déjeuner gastronomique vous convaincront de revenir. Le Gîte au Ruisseau Enchanté de Mont-Tremblant. Saisissez le meilleur de l'Écosse. Le mariage subtil des maltes purs, des arômes uniques. Partez à la découverte des Highlands. Laissez-vous transporter par des parfums délicats. Découvrez les meilleurs Écossais aux parfums uniques. Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Pour être membre à la TCLL, seulement 10 $. Pas pour 1 an, pas pour 2 ans, à vie, 10 $. Membre à vie, 10 $, 10 $. Membre à vie, moi je cotise. Et vous?